Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, bienvenue autrefois dans notre chaîne Quelles Informations. Tout d'abord, et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées à temps. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre formation intitulée Maîtrise statistique des procédés MSP ou SPC en anglais. Donc la formation sera animée et organisée par Mohamed Zine. Donc c'est un ingénieur industriel senior avec 8 ans d'expérience dans le domaine industriel. Il est notamment un chef département qualité, sécurité, environnement dans une société. C'est un auditeur qualifié ISO 9001 et ISO 14001 version 2015. C'est un formateur dans le domaine qualité, production, logistique, maintenance industrielle, gestion de stock, etc. Donc tout ce qui est relatif à l'industrie. Donc aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie de notre formation dans laquelle nous allons voir avec vous comment mettre en place notre démarche MSP, comment utiliser ou bien comment élaborer les cartes de contrôle, comment les utiliser pour améliorer la production, ainsi comment réussir le projet, généralement le projet de MSP, comment calculer les limites de contrôle supérieures, inférieures, etc. Donc on va voir tout ça dans cette formation. Donc bienvenue et on commence notre formation d'aujourd'hui. Alors, comme toutes les démarches, bien sûr, afin de commencer une démarche MSP, donc nous allons besoin de la première étape qui consiste à préparer cette démarche. Donc, la préparation de cette démarche commence par la première phase qui a pour objectif de préparer les personnes, les actions engagées. Donc, la préparation des personnes et les actions engagées commence par la confirmation de l'engagement de la direction. En effet, pour mettre ce projet de la MSP, nous avons besoin des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources financières, etc. Donc, automatiquement, nous avons besoin de l'engagement de la direction. Ensuite, on doit constituer une équipe donc, de pilotage et on doit ensuite former cette équipe, bien sûr, des objectifs de la MSP, comment les utiliser, comment on peut mettre cette démarche, comment on peut réussir aussi ce projet, etc. Ensuite, on doit informer les futurs utilisateurs de la méthode, donc surtout par exemple les agents de contrôle, les agents de production, les opérateurs, etc. Parce que ce sont les acteurs et les intervenants qui vont utiliser les cartes de contrôle au cours de la production. Donc voilà. Ensuite, on doit accepter la remise en question des habitudes en matière de matériel. Donc, on doit savoir en matière de matériel quels sont les comportements des machines, quels sont les comportements de procédures, quels sont les comportements des procédés aussi, comment maîtriser les procédés, bien sûr, dans les notions de matière première, des main-d'œuvre, des méthodes, etc. La deuxième phase, toujours dans la préparation de la démarche, donc c'est l'identification des produits, des processus prioritaires. En fait, pour réussir le projet, c'est mieux de commencer par un processus ou bien un procédé qui peuvent réussir ou bien qui peuvent motiver les autres processus à réussir cette démarche. Donc voilà, c'est pour ça on doit choisir généralement un produit ou bien un processus stratégiquement motivant pour la réussite. On doit aussi confirmer que l'on dispose pour ce produit d'un système d'information pour maîtriser la traçabilité du processus. En effet, donc, on aura besoin de l'enregistrement des données, le suivi des données, etc. Donc, on doit s'assurer qu'on a un système d'information pertinent qui peut nous aider pour la traçabilité du processus. Pour la deuxième étape, donc, on doit faire qui constitue au diagnostic et stabilisation du processus. Donc, premièrement, on doit analyser le produit et sa variabilité. Donc, la variabilité de produit consiste à savoir quelles sont les causes assignables, quelles sont les caractéristiques pour la maîtrise ou bien
qui peut influencer sur la satisfaction du client pour un produit ou bien pour un procédé. On doit aussi rechercher quels sont les moyens pour évaluer ces caractéristiques, quels sont les instruments utilisés, quelle est la valeur aussi nominale et les limites de tolérance de ce produit. Généralement, pour la valeur nominale et les limites de tolérance, on peut les savoir généralement en utilisant les normes produits, ou bien ce sont des valeurs qui sont très connues, donc on va voir ça. On doit aussi analyser les défauts affectant la qualité de produit, bien sûr, en se basant soit à l'analyse interne ou bien en se basant sur les retours du client. Donc voilà, pour savoir quels sont les défauts affectant la qualité de nos produits objets de ce projet. On doit aussi analyser chronologiquement, ou bien on doit analyser le suivi chronologique pour chaque produit pour déterminer les variations, donc les variations soit à cause assignable ou bien à cause commune. Donc on a déjà vu ça dans la première partie de notre formation MSP. Et ensuite, on doit évaluer les aptitudes actuelles du processus. Donc, pour l'évaluation des aptitudes, donc, il consiste à calculer les capacités de procéder, les capacités machine, donc CP, CM, CPK, CMK. Donc, on a vu ça dans la deuxième partie. Toujours dans l'étape de diagnostic et stabilisation de processus, donc on doit analyser le processus, donc l'analyse du processus ou bien des différentes étapes du processus. Donc il consiste à savoir quelles sont les activités et les procédés qui constituent ce processus. On doit analyser aussi les composantes de chaque procédé. Donc les composantes, généralement, on peut utiliser la méthode 5M pour déterminer quelles sont les composantes de chaque procédé. On doit aussi inventoriser les paramètres ou bien les facteurs influents de chaque procédé, c'est-à-dire quels sont les influents externes ou bien internes qui peuvent impacter ou bien qui peuvent définir notre procédé. On doit aussi analyser les relations cause-effet entre caractéristiques de procédé ou bien produit et paramètres procédés. Généralement aussi, on peut utiliser la méthode cause-effet ou bien 5M ou bien le diagramme de Ishikawa. On peut aussi analyser les défaillances relatives à chaque procédure. On utilise l'AMDEC, donc pour la méthode AMDEC et aussi cause-effet. Donc on va les voir dans des autres formations dans la chaîne. Et ensuite, on doit identifier s'il existe des causes assignables et déterminer les moyens de prévention ou de réaction pour éviter ou bien pour résoudre les problèmes dus aux causes assignables. Donc, toujours dans l'étape diagnostic et stabilisation de procédé, on doit analyser le processus de mesure. Donc, le processus de mesure ou bien l'analyse du processus de mesure donc, consiste aussi à analyser l'aptitude de chaque mesurage, donc l'aptitude de chaque caractéristique et paramètre d'un produit, donc qui déterminent la qualité de ce produit. Donc, aussi, nous avons vu tout ça dans la partie 1 de la formation. Nous devons aussi analyser le système d'information et d'action sur le processus, donc en décrivant les moyens d'information pour la traçabilité de chaque caractéristique. Donc, voilà, soit par exemple en utilisant un système informatique, soit par exemple l'automatisme ou bien des ressources humaines pour l'enregistrement des données, etc. On doit aussi analyser les délais de réactivité, c'est-à-dire le cycle de détection, de décision d'une action, le suivi de réalisation de cette action, l'efficacité de cette action, etc. Ensuite, on doit corriger les dysfonctionnements identifiés pendant les étapes 3.1. Donc, c'est-à-dire si nous avons détecté des problèmes ou bien des dysfonctions lors des étapes précédentes, on doit les corriger. Donc, on invente des mesures préventives en réponse à chacun des défauts et risques. On doit aussi mettre en place des mesures complémentaires pour mettre le processus à l'abri des pannes, des erreurs humaines, des variations de matières premières, des mesures de défaillance. Dans cette partie-là, donc on peut aussi utiliser les capacités, soit de machine ou bien de procédé, pour
savoir est-ce que les actions ou bien est-ce que la correction des dysfonctionnements est efficace ou non. Donc on peut recalculer autrefois ces indicateurs de performance donc voilà les CP, les CM, les CPK, etc. Donc on a déjà vu ça aussi dans la première partie. On doit ensuite fiabiliser le système de mesure et d'information en cas d'une anomalie ou bien en cas de dysfonctionnement. Ensuite, on doit évaluer les nouvelles aptitudes du processus. Donc, nous avons vu aussi ça dans l'étape 7. Donc, on doit recalculer ces indicateurs afin de savoir est-ce qu'on est dans le bon chemin ou non. Donc, est-ce qu'on est en bonne action, est-ce qu'on a mis en place des actions qui sont vraiment efficaces ou non. Donc, voilà, on doit réévaluer les nouvelles aptitudes du processus. Ensuite, l'étape 3 qui est, on doit mettre le processus sous contrôle, c'est-à-dire on doit choisir déjà les paramètres clés ou bien les paramètres les plus pertinents qui définit la qualité du produit. Généralement, comme j'ai dit, donc soit on peut les définir en interne ou bien à partir des retours des clients parce qu'il y a des paramètres qui définissent la qualité du produit pour les clients. Donc voilà, il y a des clients qui réclament l'une des paramètres. Donc voilà, l'un des paramètres. Donc voilà, on doit se concentrer sur ce paramètre-là. Donc, comme j'ai dit, donc on va choisir les paramètres les plus pertinents en relation avec les caractéristiques essentielles, donc accessibles, mesurables et réactifs. Déjà, pour réussir le projet ou bien pour installer la méthode MSP, on doit généralement donc se baser sur des caractéristiques qui doivent être mesurables. À défaut de pouvoir agir sur des paramètres, on doit choisir des caractéristiques de produits intermédiaires ou de produits finaux. Donc parfois, on n'arrive pas à agir sur quelques paramètres, donc on peut utiliser des caractéristiques intermédiaires afin de passer les paramètres qu'on peut agir. Donc voilà. On doit aussi identifier la loi de distribution des valeurs des paramètres ou des caractéristiques sélectionnées. Toujours dans l'étape C, qui est la mise en place du processus sous contrôle. Donc, on doit concevoir et mettre en place le système de pilotage. Donc, on doit mettre nos cartes de contrôle. On doit choisir déjà quelles sont les cartes de contrôle utilisées, comment calculer les limites de contrôle. On doit définir la fréquence de prélèvement des données. On doit aussi définir les règles de décision en cas de perte de contrôle, c'est-à-dire si on a perdu un point de contrôle ou bien un cas de contrôle, comment on peut prendre les décisions, c'est-à-dire elles peuvent être on peut par exemple choisir des valeurs à partir de l'historique, on peut par exemple choisir des valeurs approximatives aux valeurs déjà calculées, etc. On doit expérimenter les cartes de contrôle et les ajuster, donc on doit ajuster les cartes de contrôle et travailler avec afin de maîtriser notre processus. Et enfin, on doit former les opérateurs à la démarche Statistical Process Control et à l'utilisation des cartes de contrôle. Donc voilà, nous avons dit ça aussi dans la première partie où on doit former ou bien informer les utilisateurs qui peuvent être soit des agents de contrôle, soit des opérateurs. Voilà l'audit pour vérifier est-ce que le système ou bien est-ce que notre système de pilotage il est dans le bon chemin ou non, donc afin de détecter s'il y a des anomalies ou bien du dysfonctionnement pour les corriger. Donc voilà, ça entre dans le principe de PDCA et de l'amélioration continue. Toujours dans le maintien et l'amélioration du processus, on doit améliorer l'aptitude de procéder. Donc, comme nous avons vu dans la partie 2, qui consiste au calcul des aptitudes ou bien des capacités des machines et de procédés, on doit mettre en place des groupes d'amélioration du processus parce qu'on doit toujours aller dans le chemin de l'amélioration continue afin d'avoir des capacités qui sont très élevées, soit au niveau de capacités machine dans le cas où on travaille juste pour une machine ou pour un procédé tout entier dans le cas où on travaille sur un procédé. On doit aussi maintenir la recherche de solutions pour stabiliser le processus et pour réduire la variabilité. Nous avons vu aussi ça dans la première et la deuxième partie
comment mettre des solutions pour réduire la variabilité, pour rendre, ou bien pour avoir un système, ou bien un processus stable. Donc voilà. Alors, après avoir vu donc comment suivre ou bien comment réaliser la démarche ou bien comment réussir la démarche de MSP, maintenant nous allons voir comment implanter la méthode MSP. Donc dans cette partie-là, nous allons voir la planification ou bien la première partie qui est la planification de maîtrise statistique de procédé. Ensuite, on va voir quelle est l'étude préliminaire à faire pour réussir aussi l'implantation du MSP. Ensuite, on va voir comment valider les limites de contrôle, soit les limites de contrôle supérieures, inférieures, après le choix bien sûr des cartes de contrôle à utiliser. Ensuite, on va voir comment utiliser les cartes de contrôle, ou bien la MSP dans la production. Donc, pour planifier la MSP, donc, au départ, on doit choisir, comme nous avons vu aussi dans la première, ou bien dans la partie 2, donc on doit choisir une caractéristique déterminante, ou bien une caractéristique très importante qui détermine, ou bien qui signifie automatiquement la qualité de notre produit. Comme j'ai dit, donc on peut par exemple avoir une caractéristique, ou bien on peut choisir une caractéristique soit en interne, soit à partir des réclamations et des retours des clients. Il faut avoir aussi une caractéristique qui est mesurable, donc voilà, qui peuvent, ou bien avec laquelle on peut mesurer une variation dans les produits fabriqués. Généralement, on peut utiliser plusieurs caractéristiques, mais donc il ne faut pas dépasser généralement afin de maîtriser le procédé ou bien la méthode. Donc on peut de préférable de ne pas dépasser trois caractéristiques généralement pour assurer le contrôle du procédé, parce que tant que le nombre est très élevé, tant que le contrôle ou bien l'assurance de contrôle est un peu compliqué. Donc voilà. Il faut définir aussi la mesure qui sera effectuée. Donc voilà, on doit définir comment mesurer cette caractéristique, quels sont les équipements nécessaires à utiliser. Donc par exemple, lorsqu'on parle d'une caractéristique d'une dimension, on peut utiliser le mètre, on peut utiliser par exemple la balance pour une caractéristique relative à un poids, etc. On doit aussi définir ou bien décider quel type de carte de contrôle est le plus approprié. Donc, nous avons vu quelques types des cartes de contrôle. Et généralement, dans notre formation, on va utiliser la carte de contrôle ou bien les cartes de contrôle les plus utilisées, qui sont les cartes de contrôle relatives à la moyenne et l'étendue. Ensuite, on doit définir aussi quelle est la taille de l'échantillon, la fréquence de l'échantillonnage. Donc, et généralement, donc, on doit avoir un ensemble des valeurs qui ont entre 100 à 125 valeurs. Donc, on peut utiliser des tailles entre 2 échantillons jusqu'à 5 échantillons avec des fréquences de l'échantillonnage qu'on peut les définir soit par rapport à la quantité ou bien la cadence de la production d'une machine ou d'un procédé, soit par exemple en utilisant le choix chronologique, c'est-à-dire après un nombre d'heures de production, etc. Donc voilà, nous allons vu aussi ça dans la partie plan d'échantillonnage, donc pour déterminer la fréquence d'échantillonnage. Ensuite, on doit former le personnel de production sur les objectifs, la méthodologie à suivre, les interprétations de la carte de contrôle, comment les utiliser, comment calculer aussi la moyenne des échantillons, comment interpréter les résultats obtenus. Donc voilà. Donc toujours dans l'objectif de mettre en place la MSP, donc on doit passer par une étude préliminaire. Donc l'étude préliminaire permettra de recueillir les données ou bien les valeurs nécessaires pour le calcul des limites de contrôle. Donc déjà, comme j'ai dit, donc on doit se baser dans notre formation sur la limite de contrôle ou bien sur les cartes de contrôle moyen étendu. Donc généralement, on doit prendre un ensemble des données entre 100 à 125 données. Pour arriver à ça, donc on peut utiliser une taille des échantillons ou bien une taille de prélèvement de 5 échantillons avec 20 à 25 prélèvements, donc pour avoir 100 à 125 valeurs.
Il faut juste ajouter que lors de la prise de prélèvement, on ne doit jamais essayer de minimiser les variations, c'est-à-dire on doit laisser ça jusqu'à la fin de la méthode. Sinon, on va tomber soit par exemple dans le fait de trop serrer les valeurs ou bien les limites de contrôle, et dans ce cas-là, on peut avoir des valeurs qui sont hors les tolérances ou bien hors les limites de contrôle, pourtant ils sont des valeurs conformes. Et aussi, on ne doit pas agir sur les causes assignables, etc. Sinon on va tomber dans le fait d'élargir donc les limites de contrôle, et dans ce cas-là, on pourra avoir des valeurs ou bien des caractéristiques, voilà, des mesurables qui sont dans les limites de contrôle ou bien dans la tolérance de contrôle. Or, ils sont non conformes. Donc, c'est pour ça qu'on doit éviter à minimiser les variations ou bien à réagir sur les causes assignables lors de prélèvement. Donc, on doit laisser ça jusqu'à la fin des mesures. Donc, voilà. Ensuite, on doit valider les limites de contrôle. Donc, généralement, pour valider les limites de contrôle, il suffit de vérifier les valeurs ou bien les valeurs recueillies avec les limites de contrôle. Si nous avons trouvé qu'il y a une valeur ou bien qu'il y a une caractéristique mesurée qui dépasse les limites de contrôle, donc dans ce cas-là, on doit revérifier ou bien revoir les méthodes ou bien revoir notre démarche. Sinon, donc, dans le cas où les valeurs bases ou bien les valeurs qui sont la base de calcul des limites de contrôle se trouvent tous dans la tolérance ou bien entre l'intervalle limite de contrôle inférieure et limite de contrôle supérieure, dans ce cas-là, donc, on peut valider voilà, les limites de contrôle. Donc voilà. Ensuite, dit que les limites de contrôle sont validées, on peut les utiliser dans la production. Donc, une fois les limites de contrôle validées, on peut s'en servir normalement en production. Donc, pour cela, on peut utiliser la feuille des relevés, et aussi on peut utiliser les deux graphiques. Donc, le graphe ou bien donc le graphique relatif à la tolérance ou bien à la limite de contrôle inférieure et supérieure de la moyenne, et le graphique relatif à la limite de contrôle inférieure et supérieure pour l'étendue. Donc voilà, on prend pour l'utilisation de la production, on prend la taille de l'échantillon. Par exemple, dans le cas où on travaille avec une taille de prélèvement de 5 échantillons, donc on prend les 5 échantillons après chaque fréquence de contrôle, on calcule les limites ou bien on calcule la mesure de cette caractéristique ou bien de caractéristiques choisies pour chaque échantillon. Ensuite, on calcule la moyenne et l'étendue pour chaque prélèvement. Donc voilà pour les 5 échantillons de chaque prélèvement. Donc celui-ci les utilise normalement lors de la production, c'est-à-dire qu'à un intervalle régulier. Donc il prélève le nombre d'échantillons déterminés, mesure la caractéristique, note les résultats obtenus, fait les calculs appropriés de la moyenne et l'étendue, et trace les points sur le graphique. Donc après le calcul des valeurs de la moyenne de l'étendue, donc voilà, on trace ces points dans les graphiques, et on voilà, donc et on obtient des résultats. Donc l'opérateur prend action si nécessaire, c'est-à-dire dans le cas où il y a des valeurs qui sont hors de la tolérance, ou bien hors de l'intervalle limite de contrôle inférieur et supérieur. Dans ce cas-là, il doit arrêter la production et réagir, sinon il peut voilà, continuer sa production. Donc voilà. Ensuite, l'étape 5, donc, on doit analyser les données. Donc, l'AMSP génère généralement une multitude de données sur le procédé, donc, qui peuvent être utilisées pour améliorer celui-ci. Donc, pour cela, il est bon compiler de façon périodique les résultats obtenus. Donc, voilà, généralement, on peut analyser les données en utilisant les cartes de contrôle, surtout pour l'équipe pilotage. Donc, de temps à l'autre, il doit revoir les limites de contrôle afin de mettre des actions, surtout ce sont dans le cas où il y a des actions ou bien des grandes actions qui peuvent dépasser la capacité de l'opérateur. Voilà, donc ceci permettra de faire ressortir des principaux problèmes, bien sûr en utilisant l'analyse ou bien la résolution problème, les méthodes de résolution problème, afin de mettre des grandes actions pour réussir le projet et pour rester dans l'amélioration continue. Aussi, on peut dire que les données générées par la méthode peuvent aussi être utilisées pour analyser l'effet des modifications. En cas, par exemple, où on modifie
un procédé, soit au niveau des ressources humaines, soit au niveau du matériel, etc., on peut revoir ou bien on peut utiliser les cartes de contrôle pour, voilà, pour dire est-ce que les actions ou bien les modifications apportées sont efficaces ou non. Il suffit bien sûr, comme j'ai dit, donc, de calculer les capacités avant et après, de déterminer aussi les valeurs ou bien de mesurer les valeurs de la moyenne et de l'étendue avant la modification et après la modification pour juger ces modifications. Donc voilà, donc on peut utiliser cette méthode-là pour plusieurs choses et toujours dans le but d'améliorer notre processus. Donc maintenant, on va passer à un exemple dans lequel on va implanter une carte de contrôle. Donc comme j'ai dit dans notre formation, nous allons se baser sur des cartes de contrôle moyenne étendue. Donc la carte de contrôle moyen étendue comporte généralement comme les autres, à part les cartes de contrôle attribuées, donc il comporte 4 parties. Donc pour par exemple la moyenne, il y a limite de contrôle inférieure de la moyenne, limite de contrôle supérieure de la moyenne, et la même chose pour l'étendue. Donc voilà. Donc dans cette section tout en haut de la carte, on retrouve généralement des informations nécessaires pour définir le procédé. Donc on trouve ça dans la feuille des relevés. Donc on peut trouver la désignation du produit, donc on peut avoir aussi l'identification du procédé, la machine, donc la valeur nominale, la limite ou bien la tolérance supérieure, la tolérance inférieure. On peut même ajouter des autres informations comme l'appareil utilisé, l'unité de mesure, etc. Donc toutes les informations qui peuvent nous servir bien sûr pour suivre les résultats. Donc on peut les ajouter dans la feuille des relevés ou bien dans la carte des contrôles. Donc toujours dans la partie ou bien dans la carte de contrôle ou la feuille des relevés, donc on peut ajouter des autres informations, par exemple soit des informations relatives à l'enregistrement des opérateurs, par exemple les valeurs des individus. Donc voilà, ensuite on peut ajouter une autre colonne donc, qui consiste au calcul de la moyenne, au calcul de la somme aussi des valeurs des échantillons, une autre colonne qui consiste à calculer l'étendue et aussi. Donc voilà, on peut même ajouter une autre case pour des commentaires, par exemple afin d'ajouter des commentaires. Donc voilà, donc en général on va voir une feuille de relevé soit dans cette formation, soit dans la prochaine formation qui consiste à réaliser avec vous un exercice de la mise en place de MSP afin de bien maîtriser cet outil qui est vraiment très important au niveau de l'assurance qualité. Donc voilà, généralement pour les graphiques, pour la moyenne, pour l'étendue, donc les deux graphiques ont les mêmes caractéristiques, mais généralement on peut utiliser une carte des contrôles dans laquelle on met en haut la moyenne, donc le graphique de moyenne, et en bas l'étendue. Donc voilà, au départ de chaque graphique, on retrouve 3 lignes. Donc pour chaque graphique, il y a la limite de contrôle inférieure, la limite de contrôle supérieure et la moyenne. Il faut juste ajouter une information. Généralement pour l'étendue, donc on trouve dans la limite de contrôle inférieure une valeur est égale à 0. Et aussi on peut ajouter que voilà, on peut choisir des échelles différentes, c'est-à-dire on n'a pas obligé de choisir même échelle pour les deux graphiques, donc selon bien sûr les résultats. Donc pour la préparation d'une carte de contrôle, donc on va voir l'étape de recueil des données, ensuite le calcul des moyens et des étendues. Donc pour chaque échantillon, bien pour chaque prélèvement qui comporte un ensemble des échantillons, on calcule les moyennes et les étendues. Ensuite, on calcule les limites de contrôle pour la moyenne et l'étendue. On va voir les formules de calcul de chaque limite de contrôle, soit pour la moyenne ou soit pour l'étendue. Et ensuite, on trace les limites aussi de contrôle pour la moyenne et les étendues, donc dans les graphiques. Et enfin, on trace les données pour la moyenne et l'étendue. Donc, ce sont des traçages, des prélèvements qui est rempli par l'opérateur ou bien par l'agent de production, l'agent de contrôle. Donc, ça dépend à l'utilisateur de la méthode. Voilà.
Donc pour les recueils de données, généralement, comme nous avons vu, on doit préparer une carte de contrôle pour la moyenne étendue. On a besoin généralement de 100 à 125 données. Donc on peut utiliser 20 séries ou bien 20 prélèvements avec 5 échantillons donc pour chaque prélèvement. Donc on peut utiliser ça, mais ça c'est pas normalisé. L'essentiel c'est que on aura besoin de minimum de 100 à 125 données. Donc voilà, pour avoir des résultats qui sont fiables. On l'a mentionné lors du processus d'implantation du MSP, il est nécessaire que ces données soient représentatives du procédé réel, bien sûr. Donc, il ne faut pas ajouter des valeurs, je ne sais pas, des valeurs à partir des historiques, mais on doit avoir des valeurs représentatives du procédé réellement. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas donc apporter une attention démesurée au procédé lors de cette étape, donc de façon à obtenir des limites de contrôle plus serrées qu'il ne le serait en réalité. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de réaliser ou bien de faire le prélèvement et d'enregistrer les vrais résultats, indépendamment, bien sûr, à ces résultats. L'essentiel, c'est d'avoir des résultats réels. Donc, pour le calcul des moyens et l'étendue, donc pour chaque série de données qui ont été recueillies, on est alors en mesure de calculer la moyenne, donc la moyenne que l'on peut définir en tant que x de bar ou bien pour la moyenne, et pour l'étendue R bar. Donc la moyenne est obtenue en additionnant les 5 valeurs individuelles en divisant par 5. Donc généralement la moyenne c'est la somme des valeurs des échantillons divisée par le nombre des échantillons, et dans ce cas là on a dit qu'on prend une taille de 5, donc voilà, donc généralement c'est la somme des valeurs des échantillons divisée par 5. Pour l'étendue, donc on prend la valeur maximale de l'échantillon pour même prélèvement, bien sûr, la valeur maximale moins la valeur minimale pour avoir l'étendue de chaque prélèvement. Et ensuite on calcule la moyenne des moyennes, et ensuite on calcule aussi la moyenne des étendues. Donc voilà, dès qu'on a les valeurs de la moyenne des moyennes et la moyenne des étendues, on peut utiliser les formules suivantes pour calculer la limite de contrôle inférieure et la limite de contrôle supérieure pour la moyenne, pour l'étendue. Donc voilà, par exemple pour la moyenne, donc nous avons la limite de contrôle inférieure est égale à la moyenne des moyennes moins A2 fois l'étendue ou bien la moyenne des étendues, et la limite supérieure c'est la moyenne plus A2 fois l'étendue. Donc avec la valeur A2, il est donné dans un tableau. Donc ce sont des valeurs fixes qui dépendent de la taille des échantillons. On va voir ça dans le tableau suivant. Ensuite, pour la formule pour l'étendue, la même chose. Donc généralement, comme nous avons dit, donc la limite inférieure de l'étendue est égale à 0. Mais nous avons ici une formule, donc LCR, donc la limite de contrôle inférieure de l'étendue est égale à D3 fois R. Et on va voir dans un tableau aussi que D3 est égal à généralement 0. Donc, voilà, LCIR donc, est égal à toujours 0. Et la limite supérieure, donc c'est D4 fois R bar qui est l'étendue ou bien qui est la moyenne des étendues. Donc voilà, généralement la valeur A2, D3 et D4 ils sont donnés dans ce tableau. Donc voilà un tableau qui contient donc les valeurs de A2, D3, D4. Donc ce sont des valeurs qui dépendent à la taille de l'échantillon. Par exemple, si nous avons pris un prélèvement de 5 échantillons, nous avons A2 est égal à 0,577. Si on prend par exemple un nombre ou bien une taille d'échantillon qui est égale à 4, donc nous avons une valeur A2 de 0,729. La même chose pour D3 et D4, donc généralement D3 comme vous avez vu donc est égal à 0, donc la limite de contrôle inférieure de l'étendue est égale à 0. Et pour D4 aussi, il dépend de la taille de n, donc voilà, comme j'ai dit, la taille, ou bien les valeurs A2, D3 et D4 elles sont données, normalisées avec ce tableau-là. Ensuite, l'étape 4, donc si on trace les limites de contrôle, donc tant que nous avons déjà calculé les limites de contrôle inférieures, supérieures, nous avons calculé aussi les moyens, donc facilement en utilisant une échelle, donc sur un papier millimétrique, donc on peut tracer les deux graphiques. Donc voilà, une graphe
pour l'échantillon, pour la moyenne et une graphe pour l'étendue, pour tracer les limites de contrôle. Donc ce sont des droites, voilà, des limites de contrôle. Donc on va voir ça ou bien dans un exemple d'une contrôle. Et ensuite on trace les données. Donc une fois nous avons la carte de contrôle, donc on peut les donner à l'opérateur ou bien à l'agent de production pour les utiliser. Donc il suffit par exemple dans le cas d'une fréquence, donc voilà, à l'arrivée de la fréquence de contrôle, il prend le nombre des échantillons qui est par exemple dans ce cas-là 5. Donc ensuite il calcule la moyenne des moyennes, ou bien il calcule la moyenne de ces échantillons, il trouve une valeur, ensuite il la note dans la carte de contrôle. La même chose pour l'étendue, donc il calcule l'étendue de ces échantillons 5 pour même prélèvement et il la note. Et ensuite, toujours, il compare ces résultats avec les limites de contrôle et afin d'interpréter bien sûr les cartes de contrôle, on va voir comment interpréter les cartes de contrôle. Donc il faut noter aussi que souvent le graphique est moins précis que les données qui peuvent être difficiles de placer. En fait, généralement, c'est pas facile de lire précisément donc les valeurs dans le graphe. C'est pour ça qu'on doit enregistrer aussi les valeurs dans la feuille de relevé ou bien dans l'enregistrement des relevés que nous avons vu. Donc voilà, dans la partie 2, et on va le voir aussi dans un exemple ou bien dans l'exercice pour la prochaine formation. Donc ensuite, on doit passer à l'interprétation des résultats. Donc dans la majorité des cas, une analyse visuelle suffit à l'opérateur pour juger si le procédé est toujours sous contrôle. Donc il suffit de contrôler les résultats obtenus des moyennes et de l'étendue, etc. avec les limites de contrôle pour dire est-ce qu'on doit toujours, ou bien est-ce qu'on doit continuer la production ou on doit l'arrêter à agir afin de résoudre le problème. Dans le cas par exemple où on a une valeur hors la tolérance, hors la limite de contrôle. Donc voilà. Si tout est sous contrôle, donc la production, comme j'ai dit, on doit la continuer. Sinon, on doit l'arrêter afin de réagir. Donc voilà, en mettant des actions ou bien sûr en résolvant la situation anormale. Donc, toujours pour interpréter une carte de contrôle, on compare, comme nous avons dit, la position du point par rapport aux limites de contrôle, c'est-à-dire on voit si le point calculé il est dans l'intervalle de limite de contrôle inférieur et supérieur ou non. Donc, et on compare aussi la disposition des points les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire est-ce qu'il est le point qu'on a calculé, il est dessous ou bien dessus l'ancien point, etc. pour prévoir est-ce qu'on est dans le bon chemin, est-ce qu'on s'approche, est-ce qu'on approche ou bien de la limite de contrôle inférieur ou supérieur, etc. Donc voilà. Les règles utilisées généralement pour analyser les cartes de contrôle sont premièrement les points en dehors des limites de contrôle. Donc s'il y a un point en dehors des limites de contrôle, on doit arrêter, comme nous avons dit, la production et régler le problème, etc. Ensuite, il y a aussi parmi les règles, donc les règles des suites, donc tant de points consécutifs dans un ordre croissant ou décroissant pour dire qu'on s'approche de limites de contrôle inférieures ou bien supérieures. Donc voilà. Tant de points sont au-dessous aussi, au-dessous de la moyenne. Donc on compare les résultats obtenus par rapport à la moyenne. Est-ce qu'il existe ces points au-dessus ou bien au-dessous de la moyenne? Et aussi tant de points consécutifs sont proches de l'un des autres des limites de contrôle. Donc voilà, nous avons dit aussi voilà. Aussi le nombre, donc on interprète les cartes de contrôle en déterminant le nombre de points au-dessus ou au-dessous de la moyenne, le nombre de points aussi dans le tiers intérieur de l'intervalle de contrôle, c'est-à-dire combien de points qui est dans l'intervalle de contrôle et combien de points qui est hors de contrôle, voilà. On peut aussi utiliser les tendances, c'est-à-dire est-ce qu'on a l'usure de l'outil, les tendances générales, etc. On peut aussi l'interpréter pour le déréglage, est-ce qu'il y a un déplacement rapide de la caractéristique, c'est-à-dire il y a une cassure ou bien un dysfonctionnement de l'outil, etc. Donc voilà. L'instabilité aussi d'un système, donc il est caractérisé par des dispersions anormalement importantes et peut traduire une anomalie dans le cas
où il y a un système instable. Et nous avons vu la définition d'un système ou bien d'un processus instable dans la formation partie. Et voilà, nous avons arrivé à la fin de notre troisième partie de la formation maîtrise statistique des procédés MSP et SPC. Donc, autrefois, donc, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne. Et si vous avez des questions, donc, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre soit dans les commentaires aussi ou bien dans les prochaines vidéos. Donc, voilà, et merci à tous.